Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du 12e homme et aujourd'hui on va aborder un métier essentiel dans le football moderne, c'est celui d'analyste vidéo. Et pour cela, je suis avec Rudy Cuny qui exerce cette fonction au sein du Stade Rennais. Rudy, bonjour. Bonjour. Déjà, en cette période de coronavirus, j'espère que vous et vos proches allez bien. Ouais, tout va bien. Tout va bien de ce côté, on a cette chance-là. Super. Alors, une première question, pour commencer, pouvez-vous nous raconter votre parcours et les études et formations que vous avez suivies pour devenir analyste vidéo? Alors, concernant mon parcours, moi je suis de la région de Montpellier, donc j'ai fait du foot à niveau régional en étant jeune et j'ai rapidement arrêté pour basculer sur le côté entraînement. Ça correspondait aussi avec le moment où je suis rentré à la fac. Donc j'ai suivi un cursus classique à la fac de sport, l'UFR STAPS, donc avec une licence entraînement et un master dans les sciences du sport. Donc c'était l'enchaînement logique. Et c'était plus au début c'est sur le côté prépa, ça me plaisait pas forcément et moi j'étais plutôt attiré par tout ce qui était autour de la performance et notamment sur les aspects tactiques et data. Donc je me suis, on va dire, un petit peu formé moi-même au début parce qu'il n'y avait pas de formation en France là-dessus. C'est très présent dans les pays anglo-saxons. Et il y en a Mais aujourd'hui des formations en France ou pas? ouais, ouais, je vais y arriver derrière. Mais du coup, ben, je me suis formé moi-même au début, puis j'ai fait un stage dans le club de Montpellier. Et sur ma dernière année de master, j'ai à la fois fait le master de sciences du sport et à la fois, il y a un DU d'analyse vidéo qui s'est créé dans la même fac à Montpellier. Et donc, j'ai fait partie de cette première promotion. Ça s'est bien passé pour moi. Et dans la suite de ces deux diplômes-là, j'ai eu une opportunité d'aller au Sporting Club de Bastia. Donc, du coup, j'ai passé 2 saisons là-bas. Voilà, ça, je suis rentré dans le métier de cette façon-là. Après, derrière, j'ai fait mes 2 saisons au Sporting. Ça s'est arrêté avec l'histoire que vous connaissez au Sporting et j'ai pu trouver le Stade Rennais. La triste histoire de Bastia qui a déposé le bilan et qui remonte en ce moment, qui est C'est déjà ça. remonté en finale, en fin d'année. Donc, cette semaine, normalement, vous auriez dû vous déplacer à Saint-Étienne pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Pouvez-vous nous raconter une semaine normale d'un analyste vidéo, ce que vous auriez fait pour la préparation de ce match? Alors, bah, ayant vécu par exemple le Sporting et deux clubs différents comme le Sporting et le Stade Rennais, la première chose c'est le rythme des matchs et les semaines qui vont en découdre qui sont complètement différentes. Au Sporting, j'avais qu'un match par semaine, donc j'avais toute une semaine pour préparer un match et au Stade Rennais, depuis que j'y suis, une grosse majorité du temps on joue tous les 3 jours, donc déjà ça impacte beaucoup. Et la deuxième chose qui va impacter, c'est le nombre de personnes dans la cellule dans laquelle on travaille. À Bastia, j'étais tout seul. Et aujourd'hui, j'ai une personne avec moi donc qui peut m'aider un petit peu plus dans la préparation des matchs. Mais sur une semaine classique, on va dire que je travaille à semaine -1. Donc concrètement, si ce week-end on aurait joué Saint-Etienne, j'aurais travaillé sur Saint-Etienne la semaine dernière. Et l'objectif de mon travail sur l'adversaire, en tout cas, c'est que le lendemain, ou en tout cas le premier jour de la semaine qui précède le match, le coach ait toutes les informations sur son bureau, que ce soit des rapports vidéo, des rapports écrits ou des rapports numériques. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut faire plusieurs choses. Euh, En tout cas, qu'il ait 100% des informations à sa disposition pour ensuite orienter la semaine de travail et orienter les séances vidéo avec les joueurs et toutes les informations qui sont diffusées aux joueurs. Est-ce que l'analyste vidéo se concentre uniquement sur l'adversaire ou vous faites aussi une partie sur votre club? Ça dépend complètement du coach, en fait, euh, et de la façon de fonctionner de la cellule. Euh, Aujourd'hui, si je prends mon cas à moi, avec le coach actuellement en place, je m'occupe beaucoup, beaucoup de l'adversaire. C'est difficile de quantifier, mais je pense que je suis 80-85% du temps sur l'adversaire. Et après, derrière, par contre, il y a un gros travail qui est fait sur nous et sur des bases de données, sur les projets de jeu, etc. Et sur l'archivage de tout ça, il y a des études du championnat, il y a beaucoup d'autres qui sont à côté, qui sont, euh, qui sont partie prenante de mon travail. Mais le pain quotidien, on va dire, c'est le travail sur l'adversaire. Et c'est toujours en lien avec ce qu'on fait nous. Mais voilà. Après, demain,
Moi, j'ai travaillé avec 7 coachs jusqu'à aujourd'hui. Et sur ces 7 coachs, tout le monde n'était pas centré que sur l'adversaire. Il y en a certains qui veulent travailler que sur eux, d'autres c'est 50-50. Voilà. Ça aussi, c'est une part importante de notre travail, c'est l'adaptation. Donc on doit être prêt à répondre à tous ces types de demandes-là. Vous traitez l'adversaire seulement d'un point de vue collectif, ou des fois les entraîneurs peuvent vous demander, ou vous-même à votre initiative, vous focaliser sur un joueur, par exemple un arrière latéral qui aurait plus tendance à monter que vous remarquez à la vidéo? C'est lié, c'est lié aujourd'hui dans la méthode de travail qu'on a actuellement. On peut dire qu'on a 70% de récurrents et 30% de spécifiques. Donc il y a une démarche récurrente qui est faite à chaque fois. Et cette démarche récurrente elle concerne à la fois les aspects collectifs et les aspects individuels. C'est obligatoire parce que chaque joueur a ses spécificités au sein d'un projet de jeu. Donc ça va faire partie des informations qui sont données aux coachs, qui sont transmises aux joueurs. La chose qui peut varier, c'est le mode de transmission de ces informations. Très souvent, les informations collectives, elles sont transmises sur les séances vidéo qui sont collectives. On va axer sur une ou deux individualités. Et après, ben, on travaille au quotidien avec les joueurs. Donc on peut leur transmettre des informations plus individualisées et plus spécifiques poste à poste. Par exemple, un excentré contre latéral, ça c'est sûr que c'est un rapport de force direct et individuel. Et ça va être transmis aussi de façon spécifique et sur des séances individuelles par les adjoints. Et donc du coup, tout à l'heure, vous nous disiez que dans la cellule vidéo, vous étiez plusieurs. Vous êtes combien à travailler pour le Stade Rennais? Aujourd'hui au Stade Rennais, on est 4 à temps plein, donc 2 avec les pros et 2 avec le centre de formation, et un stagiaire. En plus, ça aussi, d'effectifs, ça commence à grandir en France. Aujourd'hui, sur les clubs de Ligue 1, il y a 18 clubs de Ligue 1 sur 20 qui ont au moins un analyste. Il n'y en a que 2 qui n'en ont pas. Et si on compare aux pays anglo-saxons notamment, il y a une grosse différence où aujourd'hui tous les clubs anglo-saxons professionnels ont un analyste, ça c'est sûr, mais on se retrouve sur des cellules de 3, 4, 6, rien qu'avec l'effectif professionnel. Donc on n'en est pas là encore. Les formations commencent à se développer en France aussi. Donc aujourd'hui, il y a un panel de formation qui commence à grandir et ça va aller de pair avec l'évolution du métier au sein des clubs. Vous évoquiez les équipes de jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des analystes vidéo qui font exactement le même rôle que vous, regarder les équipes adverses, mais dans les catégories de jeunes. Dans les catégories de jeunes, alors oui, on a 2 analystes aujourd'hui au centre de formation, mais qui n'ont pas le même travail, dans le sens où on n'a pas les mêmes objectifs à la formation que chez les professionnels. Aujourd'hui, dans un centre de formation, on est beaucoup plus sur le développement individuel des joueurs. Et le travail de ces analystes-là va en rapport avec ces objectifs-là, qui sont des objectifs long terme, alors qu'avec les pros, on a une obligation de résultat à court terme, et ça, c'est ce qui fait aussi vachement évoluer le travail. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pareil. Il y a la majorité des centres de formation qui ont un analyste. Très récemment, en cours de saison, la fédération a aussi a fait passer dans le cadre de la licence club le fait qu'avoir un analyste dans les centres de formation soit bientôt obligatoire. Donc ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là. Avec Rennes, ces 2 dernières années, vous avez disputé l'Europa League et vous avez affronté des équipes qui évoluent dans des championnats quand même assez mineurs, notamment Astana qui est une équipe du Kazakhstan. Comment vous faites pour vous procurer les images des matchs de ces adversaires? Alors aujourd'hui, tous les clubs professionnels disposent ou en tout cas souscrivent à une licence avec une plateforme qui s'appelle. Alors il y a plusieurs plateformes, mais nous, par exemple, chez nous, on a une plateforme qui s'appelle Wisecout, qui est très utilisée notamment dans le recrutement et qui permet d'avoir accès à tous les matchs dans le monde. À partir du moment où ils sont filmés, le match est disponible sur la plateforme. Donc très facilement, on peut avoir accès à ces matchs-là. La seule difficulté qu'on peut avoir, c'est que, en tout cas,
Chez nous, en Ligue 1, on réussit à avoir des caméras qu'on appelle sous un angle tactique. Donc c'est pas du tout les mêmes flux qu'à la télé. Donc concrètement, on a des caméras qui nous permettent d'avoir la vue comme si on était dans un stade en voyant tous les joueurs sur le terrain. Et ça, c'est le but de l'analyse parce qu'il faut voir des espaces, il faut voir tout le terrain. Aujourd'hui, quand on regarde un match à la télé, on a 4 ou 5 joueurs sur l'écran, 4, 5, 6 joueurs sur l'écran en fonction des zooms, des ralentis, etc. Et c'est très difficilement exploitable. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent que sur un match diffusé à la télé, il y a entre 300 et 600 changements de plan dans un match. Donc c'est autant de pertes qu'on peut avoir sur les informations qui sont disponibles. Donc dans le cas de cette plateforme-là, c'est que des matchs qui sont diffusés à la télé, qui sont disponibles. Donc en l'occurrence Astana, j'ai pu avoir que des matchs de la télé kazakh. Voilà. On les a étudiés profondément aussi. J'ai pu en récupérer certains autres par des caméras tactiques, mais par des biais annexes. Aujourd'hui, on peut contacter les analystes de tous les pays par les réseaux sociaux ou on trouve toujours des moyens en fait, ou par des relations ou autres. Et j'avais réussi à récupérer quelques matchs sous plan tactique, mais c'était pas la folie. Voilà. On a joué Kiev aussi récemment. Et dans les contraintes que vous me parlez là, on s'est déplacé aussi là-bas. Donc on a envoyé un scout observer les matchs et qui nous a fait des rapports écrits. Donc on avait quand même une quantité d'informations qui m'est remontée, qui a été assez importante quand même. Et après, il y a toutes les contraintes logistiques sur place, parce que quand on va au Kazakhstan, nous, et pour récupérer les matchs, les travailler en live, c'est aussi une autre histoire, les barrières de la langue, etc. Mais on s'en est sorti correctement. Et enfin, une dernière question. En Coupe de France, quand vous affrontez des clubs amateurs, réussissez-vous à avoir des images des adversaires pour réaliser des analyses vidéo avant le match? Ouais, alors c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe dans le sens où il y a certains matchs qui sont filmés aussi chez les amateurs. Notamment les matchs contre les réserves professionnelles, ou quand on dit que chez nous on a des analystes en centre de formation, dans les autres clubs aussi ils ont des analystes qui filment les matchs. Donc on peut réussir à trouver par ce biais-là. Et je prends l'exemple cette année de Belfort qu'on a affronté en quart de finale de Coupe de France. Belfort, par divers moyens, on a réussi à récupérer tous leurs matchs depuis le début de saison. Donc on a pu travailler sur tous les matchs de Belfort depuis le début de saison. Et on a travaillé sur tous les buts que Belfort a marqués et encaissés, toutes les occasions qu'ils ont marquées et enfin qu'ils ont créées et qu'ils ont subies. Et on a pu travailler sur les 10 derniers matchs de façon plus spécifique sur le jeu. Donc on a pu travailler Belfort, qui est un club amateur, de la même façon que si on jouait un club professionnel. Et ça a été présenté aux joueurs de la même façon, c'est-à-dire qu'on a fait des séances vidéo complètes sur Belfort, on a parlé des individualités, et c'était un point important pour nous de présenter Belfort comme une équipe professionnelle, parce que c'était un quart de finale de Coupe de France, et que ce soit la qualité des images qui a été diffusée, l'habillage qu'on peut mettre sur les images ou le mode de transmission, tout ça a été semblable à un club professionnel. Et cela vous a réussi vu que vous avez gagné cette rencontre 3-0. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous remercie pour votre disponibilité et je vous souhaite une bonne fin de confinement en espérant pour vous que le championnat puisse reprendre car vous êtes toujours engagé dans la course à l'Europe avec peut-être la première historique de Rennes en Ligue des Champions en fin de saison. C'est ça, on va espérer. Et on va tout faire pour. Je vous remercie. Merci à vous et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.